de report et de dialogue. Est-ce que cette logique est partagée aussi par vos militants de Lomé Laurent, n'est pas visible ce matin? Oui, merci. Je crois que les populations togolaises, sinon celles de Lomé, c'est un constat, ne se sentent pas concernées par ces élections, parce que, vu la situation nationale depuis 3 ans, vu le ordre électoral depuis 2010, vu les prises de position des structures de la société civile, des partis politiques sur le report, sinon l'arrêt du processus électoral afin d'ouvrir un dialogue, et vu aussi le fait que les résultats, comme d'habitude, le RPT a le fait, le RPT unira a l'habitude de le faire, la préparation de ces résultats qui sont déjà disponibles et que le RPT, l'UNIR, l'UFC sont prêts à distribuer le nombre de sièges aux partis politiques et autres qui pourront participer à ces élections. Autrement dit, dans cette situation, les populations ne se sentent pas concernées à partir du moment où un dialogue n'est pas ouvert et que l'on discute sérieusement sur l'avenir du pays. D'accord, belle transition pour parler de dialogue dans cette émission. Mais je voudrais parler, vous êtes membre de UNI, parti donc au pouvoir. Pourquoi vous n'êtes pas favorable à un report du scrutin, à un dialogue demandé par beaucoup d'entités d'institutions? Non, si vous faites attention, vous avez pu constater que le dialogue est ouvert et reste ouvert. Je voulais attirer votre attention sur ce fait. Le dialogue est ouvert où? Et où en sommes-nous actuellement avec ce dialogue, M. Padé? En toute honnêteté, chacun sait qu'en ce moment même, les gens continuent de discuter. Donc ce sont des échanges informels. Et quand on parle de dialogue, je vous renvoie tout de suite aux années 2005. Et depuis que le chef de l'État, Fogna Sibé, est arrivé dans des situations que nous tous nous reconnaissons difficiles et surprenantes, il n'a cherché qu'à dialoguer. Il n'a cherché qu'à dialoguer et je peux vous assurer que c'est cela qui a pu créer les conditions nécessaires de manière à permettre d'aller aux élections de 2007 en toute convivialité, dans une ambiance fraternelle et avec les résultats acceptés par tous en 2007. Et je vous confirme que même au lendemain des élections de 2007, quoique le RPT d'alors avait 50 députés, eh bien, le chef d'État avait demandé qu'il y ait encore dialogue entre le RPT et l'UFC d'alors, pour la simple raison qu'il avait fait constater que l'UFC, avec ses 27 députés, constituait une force avec laquelle il faut bâtir le Togo, avec laquelle il faut s'entendre pour calmer les différents enjeux qui étaient annoncés. Je ne veux pas vous donner les détails, mais je sais. Mais ça a été un dialogue ou un accord entre deux parties? Non, je ne parle pas encore de l'accord. Je dis qu'il y avait eu un dialogue. Parce que juste au lendemain des élections, moi je faisais même partie de cette délégation pour rencontrer la délégation de l'UFC, pour voir déjà comment est-ce qu'on pourra diriger ce pays en toute quiétude. Et comment pourrons-nous nous asseoir déjà pour se répartir les responsabilités dans le bureau de l'Assemblée et plus tard voir la composition du gouvernement. J'y étais, mais malheureusement on ne s'est toujours pas entendu sur comment répartir déjà les responsabilités à l'Assemblée, et puis ça a traîné, mais le dialogue est resté. Et je peux vous le dire ici tout de suite que malgré les difficultés d'alors, on a poursuivi le dialogue en toute discrétion avec l'UFC, parce que à l'époque, le président de la République pensait qu'avec l'UFC, lorsqu'on va s'entendre, le pays sera suffisamment calmé. Mais vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Oui, justement, je n'ose pas le dire parce que je ne suis pas un devin, mais après avoir mis toute cette force dans le dialogue pour amener le pays à la paix, au calme, comme il le disait, malheureusement, au lendemain de la signature de l'accord avec l'UFC en 2010, on a constaté que, eh bien, il n'y a eu que l'éclatement de l'autre côté. Et pourtant, je vous le dis tout de suite, presque vers la fin de l'année de 2008, j'y étais encore, et il y avait toujours 5 personnes de l'UFC, 5 personnes du RPT, et on discutait discrètement, on parlait de la réforme institutionnelle, constitutionnelle et tout ce qu'on devait faire, mais bizarrement, lorsque tout était prêt pour signer cet accord-là,
eh bien, on a constaté simplement qu'il y a eu éclatement de l'autre côté. Et pourtant, parmi tous ceux qui discutaient avec nous à l'époque, et qui étaient 5, si j'ai bonne mémoire, 4 se sont retrouvés déjà dans l'ANC, puis il n'y a qu'un seul que je retrouve de l'autre côté dans l'UFC. Voyez-vous, c'est pour vous confirmer quand même que même si on ne le dit pas, si on ne le voit pas, eh bien, depuis 2005, il y a cet esprit de dialogue qui est institué par le chef de l'État. Et je crois comprendre que, prenant la mesure des choses, tel que moi je le connais, il ne fermera pas la porte pour le dialogue. Et tout peut arriver, même dans les heures qui viennent. Monsieur Afano, vous êtes membre de la société civile, donc apolitique. Est-ce que le climat est propice pour des élections dans quelques semaines? M. Kouadé parlait tout à l'heure des dialogues quasi permanents. Non, je me réjouis déjà de constater que le dialogue est quasi permanent selon les thèmes de M. Kouadé et que donc, au niveau du chef de l'État aussi, ce souci de dialoguer en permanence prévaut. Je rappelle que, quel que soit le pays, vous allez aujourd'hui en Syrie, aujourd'hui le Togo est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et de par les prises de position du Togo, nous devons montrer que nous adhérons à un certain nombre de principes et de valeurs universelles, notamment les vertus du dialogue. Vous avez constaté comme moi qu'après beaucoup de clivages en Guinée aujourd'hui, on est arrivé à poser de façon claire la balle à terre et à définir de façon consensuelle les règles pour aller à des élections. Je suis un peu, je ne vais pas cacher, révolté de constater qu'un leader comme Gilchrist Olympio ait pu faire une déclaration aussi ahurissante cette semaine en disant qu'il n'est plus besoin d'aller dialoguer dans notre pays. Il n'y a jusqu'à la dernière minute, toutes les parties prenantes de toute crise doivent être en mesure de dialoguer. Donc c'est fondamental à mon avis. Maintenant, effectivement, au jour d'aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Que ce soit les indicateurs des observateurs nationaux ou internationaux, je crois que s'il fallait faire ici la liste de toutes les personnes, institutions. Vous imaginez l'Église catholique, a priori une institution qui ne parle pas tous les jours à haute voix. Vous imaginez les pasteurs des églises méthodistes et protestantes, la société civile, la communauté internationale, nous-mêmes en tant que société civile. Nous avons assisté à plusieurs rencontres organisées par les Nations Unies. Nous avons assisté à des rencontres avec les ambassadeurs. Tout le monde dit à l'État du Togo, s'il vous plaît, les indicateurs sont rouges. La CEDEAO dispose de ce qu'on appelle un mécanisme d'alerte précoce. De sorte qu'on puisse identifier à chaque fois que de besoin, quelles sont les activités qui sont susceptibles de troubler la tranquillité au sein de la zone. Et aujourd'hui, tous les observateurs le disent, les indicateurs sont rouges. Et face à ça, je ne comprends pas ce qui semble être un empressement de nos autorités à aller à des élections. Mais là encore, si on était certain que les élections dont les autorités parlent étaient des élections objectivement neutres, crédibles, indépendantes, on rentrerait dedans. Mais le constat, c'est qu'on a comme l'impression, c'est un argument trop facile qu'on nous sert souvent, qu'un certain nombre de personnes ou d'entités politiques ont peur d'aller aux élections. Mais non, ce n'est pas le cas. Si vous pensez vraiment que vous avez une légitimité et que c'est les autres qui ont peur d'aller aux élections, mettez la balle à terre, clarifiez les règles du jeu et alors vous-même, vous pouvez jouir donc de la victoire, si victoire y est après. Je rappelle qu'en 2010, même pas 2005, le chef de l'État Faure Gnassingbé a été déclaré vainqueur, ça a été discuté. En 2010, ça a été discuté. Et notre pays est dans une crise permanente. Et donc, pourquoi est-ce que UNI, pour une fois, ne veut pas, si victoire il doit y avoir, s'assurer une bonne victoire? C'est la question que nous nous posons en tant qu'observateurs. Et nous espérons encore une fois qu'on va dépassionner le débat. Cesser de faire passer, je suppose, que si la coalition arc-en-ciel, le collectif Sauvons le Togo ont été mis ensemble, certains ont critiqué le fait que ces deux entités n'aient pas fait de liste commune. Mais je dis, au regard de l'histoire de notre pays, c'est déjà une très bonne chose qu'au sein de la coalition arc-en-ciel, le CA, la CDP et tous les autres aient pu faire une liste commune. Et que de l'autre côté, au sein de arc-en-ciel, les autres aient pu faire une liste commune. Merci beaucoup du collectif Sauvons le Togo, les autres aient pu faire une liste commune. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Clarifier le jeu pour que pour une fois, on voie qui mesure quoi. Dernier élément, rapidement. J'avoue que je suis aussi étonné quand on parle des réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. Parce que nous savons qu'il y a des situations de fait et des situations de droit. Je m'explique. En 2007, on a suggéré des réformes avec l'accord politique global qui a été signé avant. Et on espérait justement que l'Assemblée nationale, qui serait élue, ferait ces réformes. Mais au final, on a constaté que les nombres de voix obtenus par tel ou tel ne permettaient pas à toutes les parties prenantes d'aller à l'Assemblée nationale et de pouvoir dialoguer. Donc nous sommes dans une crise permanente. Pourquoi objectivement... Mais généralement, c'est à l'Assemblée nationale qu'il y a eu le débat démocratique. Justement, ça c'est généralement dans une situation normale. Depuis 2005, Rodrigue, notre pays est dans une crise permanente. Le chef de l'État l'a reconnu dans presque tous ses discours. Et j'estime qu'au regard du passé du Togo, de tout ce que le président Yadema a fait, de toute la volonté exprimée par le président Faure,
il a intérêt à ce que l'histoire le retienne. En tout cas, l'histoire retienne son passage en bien, justement en ce qu'il s'asseye, il pose les bases d'un bon dialogue et que l'histoire ne dise pas que Faure Gnassingbé aurait été un président dont le mandat est caractérisé par une crise permanente. C'est ça qui m'inquiète de sa part. D'accord. Monsieur Dema Attanti, vous n'êtes pas pour la tenue des élections, vous demandez un report, vous demandez un dialogue sincère et structuré. Mais M. Kpadé vient de démontrer que depuis 2005, il y a eu un dialogue quasi permanent. Merci. Vous savez, les gens sont conscients de la situation. Je vais peut-être parler de l'UNIR, RPT, UFC, sont conscients de la situation et savent qu'il faut nécessairement un dialogue pour régler le problème togolais afin que nous puissions partir à bon port. Lorsque M. Éric Kpadé parle de dialogue, nous avons compté jusqu'à aujourd'hui environ 17 dialogues. Mais de quel dialogue s'agit-il habituellement? Vous savez, moi, j'ai fait l'expérience du dialogue béninois. Et je fais toujours la comparaison entre la conférence nationale du Bénin et la conférence nationale du Togo, celle qui a eu lieu en 91-92. Et je dis ceci, les Béninois ont pu organiser une conférence en 10 jours, sont sortis avec des résultats promettants et qui leur permettent aujourd'hui d'évoluer au plan du développement. Nous avons fait plus d'un mois, environ 2 mois, et nous en sommes toujours là. J'ai eu la chance de participer à 2, 3 dialogues organisés par Faure Gnassingbé. Oui. Mais de quel dialogue s'agit-il? On vous invite à un dialogue sans ordre du jour. C'est au dialogue que vous tentez d'avoir un ordre du jour et chacun parle de ce qu'il veut dire. Rien n'est organisé. Vous ne pouvez pas faire un dialogue. Mais ça, oui, mais toujours, ce sont des constats mineurs. Il s'agit des sujets importants. Voilà, je veux parler des thèmes à débattre. Vous ne pouvez pas organiser un dialogue dans ces conditions et aboutir à des objectifs clairs. Ce que je sais, c'est que pour un dialogue réel, un dialogue organisé, il faut un comité de préparation de ce dialogue-là, de manière à ce qu'on sache qui participe à ce dialogue, de quel thème discutons-nous, quelles sont les conditions de prise de décision. Vous voyez? Et dans quel délai ce dialogue doit être réalisé. Et sur ces principes-là, vous pouvez réussir un dialogue. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui au Togo, c'est que le RPT uni, UFC, qui s'est ajouté aujourd'hui, ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'en organisant un dialogue réel, bien prévu dans ses ordres du jour, etc., on pourra atteindre l'objectif qui surtout va atteindre la partie concernant les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Donc, je veux dire que actuellement, ce qu'il faut, il faut que je revienne sur ça, nous voulons nécessairement que le processus électoral soit arrêté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter ce processus qui n'est pas organisé et ouvrir un dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Kpadé, est-ce que vous êtes dans cette logique avant de Kanya Fanon? Non, mais écoutez... Parce qu'on vous interpelle un peu partout, y compris les religieux. Bien sûr. Je ne refuse pas. Je peux vous assurer que lorsque vous jetez un regard, ça je l'avais déjà dit, sur 2007, c'est bien parce que les gens sont retrouvés, ils ont échangé, et cela a permis de se mettre d'accord sur un minimum. Et c'est justement cela qui a pu déboucher sur des élections paisibles que nous avons connues en 2007. Sauf que dans les réformes prévues, eh bien, il y avait des pages laissées en substance. Alors, pour pouvoir revenir sur ces pages, il était dit un certain nombre de choses. Quand on me dit aujourd'hui qu'il faut faire ci, il faut faire ça, tout le monde sait exactement de quoi il s'agit et ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de poursuivre et d'achever. Et je vous dis ici, la main sur le cœur, que je regrette que ce ne soit pas en face de moi le grand frère, comment l'appelle-t-on, Patrick Lawson, pour la simple raison qu'on se connaît bien, pour la simple raison aussi qu'il sait qu'à l'époque où je vous parlais là, en 2007, au lendemain des élections législatives,
avec les 50 députés, le chef de l'État a dit continuez pas à discuter avec l'UFC parce que l'UFC est à 27 députés. Et plus loin, malgré le fait que l'UFC a refusé de prendre le poste de deuxième vice-président et a insisté pour le premier vice-président, et c'est ce qui a fait capoter toute cette idée de base vis-à-vis de l'organisation de l'Assemblée nationale, eh bien, le dialogue s'est ouvert d'une autre manière, derrière les rideaux, parce que dans le cœur du chef de l'État, il est question de tout mettre en œuvre pour apaiser ce pays. Et je vous dis que dans une maison, dans cette ville de Lomé, et discrètement, 5 UFC, 5 RPT, dont je faisais partie, nous avons discuté pendant des mois et on se retrouvait discrètement pour échanger sur les mêmes sujets que tout le monde connaît. Mais le contexte actuel, les thèmes que vous êtes appelés on vous demande tout simplement d'ouvrir le dialogue structuré franc. Parce qu'on estime, beaucoup estiment que vous n'êtes pas sincère dans vos discussions. Non, non. Au jour d'aujourd'hui, tout peut arriver. On peut s'arrêter. Nul n'a intérêt à ce qu'il y ait des grincements de dents, il y ait des énervements, il y ait ceci ou cela, pour la simple raison que nous sommes tous Togolais et nous portons le même amour pour ce pays. Et je vous dis que si c'est le vœu de certains, je l'avais déjà dit dans une interview que j'avais accordée il n'y a pas longtemps, que c'est vrai qu'il y a des gens sages dans ce pays et qui pensent autrement et qui peuvent rester au-dessus de la mêlée et qui n'ont aucun intérêt politique, qui peuvent intervenir. Et je n'ai pas été surpris quand je vois venir de gauche à droite certaines personnalités qui interviennent et dont on n'en parle même pas, dont on ne connaît pas le nom. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Mais mettez-vous à la place du gouvernement. Est-ce que ça nous fait honneur de laisser donc l'Assemblée nationale rester là simplement parce que on tergiverse, on se demande s'il faut aller aux élections ou s'il ne faut pas y aller, et l'Assemblée nationale est là en suspension et des mois passent, bientôt on fera 1 an de surplus. Personnellement, je me dis que ça ne nous honore pas. Mais moi, je pense que pour mieux faire, il nous faut faire confiance entre nous. Et que ceux qui sont chargés d'organiser les élections, du bureau de vote jusqu'au CELI, jusqu'à la CENI, chacun constate qu'il est Togolais avant tout. Et que, en la matière, il n'est pas question d'aller travailler pour son camp politique nécessairement, mais de travailler pour le Togo. La preuve, nous sommes présentés dans les élections dans ce pays, on a été battus, ça s'est passé calmement, on a félicité ceux qui ont gagné, et c'est le peuple qui en a décidé ainsi, et nous sommes restés fraternels jusqu'à ce jour. Mais c'est pas votre parti, vous parlez je parle de moi, oui, de moi dans ma circonscription électorale. Et je vous dis que c'est pareil, et la logique est pareille. Et je vous affirme encore une chose, que si vous regardez bien le chef de l'État actuel, vous observez bien son jeune âge, vous pensez que, comme vous le disiez dans l'introduction tout à l'heure, qu'il souhaiterait, pour son jeune âge, amener le Togo dans une situation floue. Vous ne pensez pas qu'il est soucieux, lui aussi, du bien-être de ce pays? Vous ne pensez pas que lui aussi, il est soucieux du fait que les choses s'organisent de manière à pouvoir permettre à chacun d'aller librement et que cette paix-là soit réelle et totale dans ce pays? Eh bien, si vous observez bien, vous allez le constater. Et personnellement, je fais toujours confiance. Tout peut arriver à tout moment. Si des gens plus honnêtes, plus sincères, plus sages souhaitent qu'on arrête le processus, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? C'est le Togo qui aura gagné. Il faut poursuivre et aller justement faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'assurance de pouvoir y participer. C'est le Togo qui va gagner également. D'accord. Monsieur Afanou, la France partie de l'opposition est actuellement en discussion avec le gouvernement sous l'égide de Monseigneur Nicodème Bariga. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la société civile, au terme de cette discussion? Je constate déjà que, heureusement ou malheureusement, ça dépend de là où on se situe, au sein de UNIR et du parti au pouvoir, en fonction des personnalités que vous avez en face, les langages ne sont pas les mêmes. Moi, je me réjouis vraiment du tempérament, du discours de notre grand frère, M. Éric Padé, qui montre, si besoin en était, qu'il est disposé justement pour que ce pays rentre sur la voie du dialogue et des lendemains certains pour tout le monde. Je crois que je m'en réjouis. Non, on espère que ce ne sont pas que des discours. Si, si, c'est clair. Je voudrais aussi souligner, même au niveau de l'opposition, de temps en temps, on a comme l'impression qu'il y a des extrémistes qui semblent
faire passer ceux qui veulent dialoguer comme des traîtres. Et je pense que quand on débat de la situation togolaise, c'est important que tous ces éléments soient mis en œuvre, soient mis en exergue. Je rappelle, si besoin en était, que dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, alors qu'il était en prison, le président Mandela était déjà en contact, s'il vous plaît, avec le président Peter Botha. Et il nous a même été signalé qu'il était en contact avec les chefs des services de renseignement. Donc des contacts secrets qui ont clarifié, qui ont, j'allais dire, préparé la voie pour que le jury se présente et que l'autre camp soit rassuré. Parce que l'un des défis que nous avons au Togo, c'est que l'opposition ne semble pas tenir un discours qui soit de nature à faire comprendre aux tenants du pouvoir actuel qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières lorsque cette opposition viendrait au pouvoir. Et c'est clair qu'à force de continuer par tenir des discours tels que l'on voit... C'est une question de confiance selon vous, hein? Non, c'est aussi une question de confiance. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud, c'est important. Vous savez, vous visitez encore l'Afrique du Sud, c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que le président Mandela est dans la situation que l'on sait. Quand le président Mandela est arrivé au pouvoir, il a eu du mal à... je veux dire, il a dû collaborer par exemple avec le chef d'état-major de l'armée, qui était des Blancs. Et c'est un certain nombre de personnes comme ça qui l'ont contraint à créer la commission vérité et réconciliation et à ne pas faire la chasse aux sorcières. Donc dans tous les pays où il y a une transition, c'est important que ceux qui aspirent au pouvoir puissent rassurer ceux qui doivent le quitter. Et c'est ce que je constate qu'il n'y a pas forcément dans tous les discours de tous les leaders de l'opposition. Pour en venir aux débats qui sont actuellement en cours au niveau de l'OCDI, non. Tout interlocuteur, tout citoyen, tout observateur soucieux de l'apaisement au Togo, aussi bien les politiques, la société civile, les opérateurs économiques, tout le monde a intérêt à ce que, comme on dirait, la fumée blanche sorte. Moi, je ne vous cache pas que hier, jusqu'à 23h, j'étais devant la TVT pour apprendre que le gouvernement avait le courage d'annoncer aux Togolais que cette campagne électorale ne s'ouvrait pas. Quand je venais tout à l'heure, quand je sortais de ma maison, j'ai espéré ne pas voir d'affiche. J'ai juste vu un parti politique avec des t-shirts, mais j'ai espéré vivement qu'il n'y ait pas d'affiche. Parce que les affiches, que certains donnent l'impression qu'ils font campagne, qu'eux, ils sont disposés à aller se mesurer au vote des Togolais, et que d'autres n'ont pas cette volonté-là, c'est dramatique pour l'avenir de notre pays. Et personne n'espère ça. Donc nous croisons les doigts, nous prions pour que, répondant à l'appel des observateurs nationaux, à l'appel des politiques, à l'appel de la communauté internationale, à l'appel des hommes de Dieu, eh bien, ce qui se passe à l'OCDI nous annonce à 20h qu'il y a un accord qui est trouvé quant à la composition de la CENI, quant au cadre électoral. Parce que c'est quand même frustrant. Ouais. Je rappelle que pour les élections passées, les voix de l'opposition étaient de plus d'1,1 million. Et les voix... 1,2 million. 1,2 million, merci. Et les voix du parti au pouvoir étaient de près de 900 000. Comment vous pouvez expliquer ça aux enfants de primaire? Que pour, effectivement, moi j'étais en voyage dans un pays à l'extérieur du pays, je suis allé dans une école, et quand nous avons dit ça, les gens étaient ahuris, que dans un même pays, pour près de 1,2 million voix, on s'en sort avec une trentaine de députés, et pour près de 900 000 voix, les autres s'en sortent avec 50 députés. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Équitablement, honnêtement, il faut rééquilibrer le jeu. Et je crois que c'est ce que tout le monde espère, pour que, pour une fois, quand on parle d'élections libres, transparente et démocratique, qu'on n'ait pas l'impression que le Togo a ces réalités qui sont différentes des réalités universelles. D'accord. Monsieur Attanti, est-ce que l'apaisement ne viendra que par le report des élections? Oui, l'apaisement ne vient... Non, ce n'est pas le seul élément, parce que pour décrisper cette situation, il faut libérer les détenus politiques. Mais, oui, voilà une situation. Non. Ah là, il faut faire très attention. Voilà un gouvernement qui a décidé de libérer certains détenus politiques et qui fait passer le message sur les antennes nationales. Oui, mais nous avons écouté ensemble le communiqué. Voilà. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si les gens sont effectivement libérés et qu'ils sont chez eux? Mais informez-nous, monsieur Attanti. Je vous informe que jusqu'à l'heure actuelle, les collègues Jean Ekourou de l'ANC et Adja de Obu et Alphonse Pogo de Adi ne sont pas libérés jusqu'à l'heure où je vous parle. Ils sont encore en détention à l'Assemblée nationale. Voilà un pouvoir. Mais c'est horrible. On ne dit rien de contraire à la situation que nous vivons. Un pouvoir qui fait passer un message à la télévision nationale
et sur les radios nationales qui déclarent nous avons libéré certains détenus politiques. Il fait quelle heure, s'il vous plaît? Les gens sont encore dans les enclos de l'Assemblée nationale. Ça ne va pas. C'est honteux. C'est inadmissible pour ce pays. Ben, je prends l'exemple de lorsque monsieur Éric Badé dit que par rapport au jeune âge de Faure Gnassingbé, il ne peut pas penser à une situation négative du pays. Mais je dis que le comportement de monsieur Gnassingbé Faure. Mais on a le sentiment que vous n'aimez pas le chef de l'État. Non, il n'est pas... Bon, c'est un chef d'État, de fait. Il n'a jamais gagné les élections. Il n'a jamais gagné les élections. Il a toujours fondé les élections. Et il s'est retrouvé à partir du sang au pouvoir. Moi, je le répète et je ne cesserai de le dire. Mais celui-là qui pense qu'il a déjà mal fait, qu'il a tué les Togolais, qu'il est passé du sang au pouvoir, n'a pas le temps de réfléchir au développement. Et quand nous prenons même les comportements de l'intéressé, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, prouve que celui-là ne pense pas aux Togolais. Il ne pense qu'à lui-même. Un chef d'État qui, à chaque fois, comme nous ont confirmé les Européens, qui utilise au moins 2 milliards 500 millions de francs CFA en moins de 5-6 semaines pour ces déplacements, comment celui-là peut penser au bien-être des populations togolaises? Faites le point. Depuis que Faure voyage, il est entre 2 avions. Il loue les avions. Un avion, 2 avions pour ses déplacements. Et un avion nous coûte au moins 200 millions à 300 millions de francs CFA. Quand il prend 2 avions, ça nous fait 600 millions de francs CFA. Et ils vont immobiliser cet avion à l'extérieur pendant plusieurs jours avec tout ce qu'il a comme cortège. Le bilan, ça fait au moins 2 milliards 500 millions de francs CFA pour chaque déplacement de Faure Gnassingbé. Alors, sur la pense au peuple togolais, mais c'est inadmissible. Oui, et on me dit que... Mais non, ce que je dis c'est réel. Nous sommes dans une situation catastrophique dans ce pays. Mais faut pas... Le pays n'est pas la propriété de Faure Gnassingbé, ni d'Abbas Bonfo. Le pays nous appartient tous. Et lorsqu'il y a problème, il est normal qu'on s'assied autour d'une table et qu'on décide de ce qu'il a de faire. Mais pourquoi il refuse le dialogue? Parce qu'il sait que... Mais M. Badé a dit que le pouvoir n'a jamais refusé. Mais ils sont là-bas depuis hier. Je viens de là. Je sais ce qui se passe là-bas. Mais je dis qu'il faut à un moment donné arrêter le massacre. Le RPT uni doit savoir que nous en avons marre dans ce pays. D'accord, bien. Mais on ne peut pas dilapider les fonds du pays. Les gens souffrent, les gens ne trouvent pas à manger. Et on me dit aujourd'hui, on s'assied devant moi pour me dire que Faure Gnassingbé, par rapport à sa jeunesse, il passe au bien-être de ce pays. C'est inadmissible. Oui, mais M. Badé... Écoute-moi très bien. Oui, mais allez-y. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de qui que ce soit. Ça, mais à partir du moment où nous avons fait avancer une idée, nous répondons avant l'idée. Que nous le mettions très très bien en tête, que nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de qui que ce soit. Pas du tout. Le tribunal est bien là et il est ouvert pour faire le procès de chacun d'entre nous. Mais au-delà de ceci, je voulais également dire que je suis de formation... Monsieur Attentif, vous n'avez pas le micro, merci beaucoup, du débat. Merci. Je suis de formation comptable et que je ne parle que des choses que je connais. Et quand on avance les chiffres, je veux bien voir les factures, je veux bien voir la procédure de règlement, je veux bien voir les liquidations, je veux bien voir les engagements qui font dire aux uns et aux autres qu'il y a eu telle dépense au détriment ou sortant du trésor public pour l'intérêt de qui que ce soit ou au profit d'un chef d'État. Oui, mais monsieur Éric Badé, au-delà de cette polémique... Je voulais vous dire également que, tel que je connais les procédures, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un, en toute honnêteté, il ne s'agit pas d'un enclos où on a mis excusez-moi le terme, des moutons, puis on l'ouvre et puis on dit hi, et puis ou des chèvres ou du bétail, et puis ils sortent. Il y a sûrement des procédures à enclencher et des dispositions. Mais hier, le libellé du test a dit exactement ceci que le procureur a ordonné. Oui, le procureur a ordonné, il faut l'exécuter. Les auxiliaires de justice, c'est eux qui réceptionnent et qui exécutent. Et chacun connaît les procédures dans notre pays. Même quand vous allez à la mairie... Donc vous rassurez, monsieur Attentif, que ces détenus seront libérés. En tout état de cause, à partir du moment où c'est dit, ça doit se faire. Ça doit se faire. Et personnellement, je me dis que mettre quelqu'un en fer,
ce n'est pas la solution dans notre pays. Et je ne sais pas qui, d'entre les fils de cette nation, prend plaisir de voir son frère, son voisin, son cousin, son neveu, son beau-frère en faire. Et que le faire ainsi, surtout sur un terrain politique, n'a aucun sens parce que pour moi, personnellement, la politique n'est pas encore une science exacte que je sache. Et que, en tout état de cause, ce qui est vrai le matin peut être faux à midi et que ce qui est faux à midi peut redevenir vrai dans l'après-midi. Alors, pour moi, je me dis et je continue par l'affirmer que si vous ouvrez grandement les yeux, si vous ouvrez le cœur, vous saurez qu'un certain nombre de choses se font dans ce pays depuis 2005. Et que je l'affirme encore. Et si vous voulez, je vais donner les noms des 5 qui discutaient discrètement avec nous à l'époque de l'UFC et les 5 de nous, de notre cas aussi, qui discutions discrètement. Et je vous jure que cette discussion-là n'a jamais été cachée. Pour la simple raison que c'est dans ce pays que les gens ont mobilisé l'UFC, l'idée charismatique et tout ça. Les gens ont glorifié la chose, les gens l'ont porté si haut que dans notre camp politique, on s'est dit, eh bien, lorsqu'on va s'entendre avec eux, avec cette force que je n'ose qualifier ici, eh bien, à partir de ce moment-là, nous aurons la paix pour bâtir ce pays parce que beaucoup sont à la porte en train de vouloir investir dans notre pays. Ils n'arrivent pas à rentrer. Mais plus tard, vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Où ils hésitent. Voilà. Et à qui la faute si on a suivi ce processus en faisant confiance en faisant confiance aux uns et aux autres, parce que nous sommes Togolais, on doit se faire confiance, en faisant confiance, parfois même de manière aveugle. Et nous y sommes allés jusqu'à ce que cet accord ne naisse un matin, plus brusquement. Voilà à qui la faute en ce moment-là. Dans tous les cas, j'ose croire toujours que nous allons retomber sur de bons pieds. D'accord. Bien, monsieur Attanti, rapidement, dans les 2 secondes. Oui, la réaction, elle est très simple. Vous savez, je voudrais dire que... Oui, allez-y. Oui, j'ai trop de... Je voudrais dire que le RPT UNIR n'est pas démocratique. Ils ne sont pas démocrates au RPT UNIR. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis de leur conscience. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une observation. C'est un constat. C'est-à-dire que, et lorsque M. Eric Padé dit que les gens se retrouvent discrètement, bon, libre à eux, ça n'engage pas un parti politique en tant que tel. Parce que... Mais il n'a pas fait allusion à l'accès, par exemple. Attends, ce que je voudrais dire. Ouais. Lorsque cela doit être organisé, cela doit être fait de manière officielle. Mais non. Attends, j'ai pas encore fini. Laisse-moi finir quand même. Vas-y mon frère. Laisse-moi finir. Vas-y. Et aussi en politique, je ne peux pas condamner des discussions discrètes. Je ne le condamne pas. Mais c'est l'aboutissement de cette discussion. Ces discussions ont donné quoi? Est-ce qu'il s'agit de mystifier les gens sous prétexte que nous voulons un dialogue et l'on se retrouve pour discuter, pour exhiber à l'opinion internationale, à l'opinion nationale que nous discutons avec eux? Non, ça je ne suis pas d'accord à cette répétition de discuter. Maintenant, lorsqu'on me parle de l'UFC, que l'UFC a été un parti influent dans ce pays, qu'ils ont voulu régler un problème avec le leader de ce parti. Est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de régler un problème avec un leader de parti ou bien de régler un problème avec un parti? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui a créé les problèmes à l'UFC pour que l'UFC s'éclate? C'est le gouvernement. Le gouvernement ayant su que les cadres de l'UFC n'étaient pas d'accord à ce principe, a organisé la dislocation de l'UFC. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, bien, on vous a compris, mais monsieur Attanti, mais monsieur André Kanyafano, le plus important aujourd'hui, c'est les élections législatives, mais le grand enjeu, c'est l'avenir 2015. Beaucoup pensent que ces élections législatives que le pouvoir maintient sur le 21 juillet doivent nécessairement envisager celle de 2015. Oui, forcément, il y a, vous savez, l'enjeu est important aujourd'hui parce que moins de 2 ans après, il faudra choisir le chef de l'État. Et vous savez que en fonction de la majorité que tel ou tel camp peut avoir à l'Assemblée nationale,
on peut orienter les lois qui vont déterminer le jeu au niveau de la présidentielle de 2015. Autre élément, il ne faut pas oublier qu'un parti politique vit avec des ressources. Et si les gens ont la chance donc d'être élus au niveau de l'Assemblée nationale et qu'ils ont la majorité, qu'ils peuvent se positionner comme des ministres, en tout cas influer un peu sur les régies financières à tel ou tel niveau, et bien ça va leur conférer un certain nombre de ressources qui vont les galvaniser un peu plus pour la présidentielle. Mais je voudrais aussi, au-delà de ça, revenir sur le fait que, pour ma part, je partage tout de même l'opinion de M. Kpadé, à qui je ne voudrais pas non plus faire de procès d'intention, en disant que quand on y réfléchit de près, si c'est ça la stratégie qui a été utilisée, à savoir discuter avec M. Olympio, qui avait l'aura, on ne peut pas le nier, M. Olympio avait une aura terrible. Quand il revenait à la frontière, vous savez que de la frontière jusqu'à Décon, il y avait beaucoup de masse. Et donc si le choix a été fait de discuter avec lui, je pense que c'est peut-être M. Olympio qui a péché en ne communiquant pas suffisamment avec sa base. Premier élément. Deuxième élément, dans un pays comme le nôtre, non, il faut aussi encourager les discussions secrètes. Parce que toutes les discussions qui se font sous l'œil des médias... Quand vous parlez de discussions secrètes, c'est un peu péjoratif, peut-être discussions informelles. Ouais. Oui, il faut encourager les discussions informelles, quel que soit le mot que vous lui donnez, des discussions où on n'a pas forcément les caméras, parce que chaque camp peut subir les pressions des extrémistes. Voilà. Et donc c'est important que ce nombre de personnes qui ont la bonne volonté puissent s'asseoir et se demander comment nous gérons la situation dans le pays, comment nous mettons en confiance les uns les autres, et comment est-ce que même les extrémistes de nos camps respectifs, nous allons les gérer. Je voudrais quand même dire aussi que, en fait, l'un des problèmes qui gêne la plupart des observateurs quand on entame des discussions avec le pouvoir, que ce soit au niveau politique, au niveau des droits de l'homme, c'est qu'on a comme l'impression que le pouvoir togolais a du mal à respecter ses engagements. Ils sont nombreux. Le dernier que je voudrais citer, c'est quand même l'accord RPT-UFC. Quand l'accord là a été signé, on nous a dit qu'en 6 mois, le premier Zumbo allait sur les médias, il a dit qu'en 6 mois, le Togo serait changé. On avait promis plein de choses que je peux citer là, à l'UFC. Jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît, ces engagements n'ont pas été tenus. Sur le plan des droits de l'homme... Le parti lui-même ne se plaint pas. Mais c'est dommage, c'est parce que justement, on a comme l'impression que s'ils se plaignaient, on les renverrait. Et donc, ils veulent au moins garder ce qu'ils ont aujourd'hui. Sur le plan, je laisse le plan politique et je viens aux droits de l'homme. Moi, j'ai eu la chance de participer en novembre dernier à la session du Comité des Nations Unies contre la torture. Je précise qu'avant que nous n'allions à Genève, le gouvernement togolais s'était engagé à adopter un nouveau code pénal. Parce que toute la problématique de la torture devait être prise en compte et de l'incrimination de la torture. Jusqu'à aujourd'hui, les experts du Comité des Nations Unies ont clairement demandé à l'État togolais en novembre quand est-ce que vous adopterez le nouveau code. Parce que si ce code n'est pas adopté, c'est l'impunité que vous garantissez à des gens qui commettent des actes de torture, un crime imprescriptible pour lequel il s'est d'après connaître le sort que vous connaissez aujourd'hui. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous les défenseurs des droits de l'homme, nous nous demandons pourquoi l'État togolais n'engage pas le processus pour que le code pénal soit adopté. Si à la volonté politique ça va se faire, prenez le rapport de la CBJR. Ce rapport a été remis après un travail qui a permis de visiter quand même l'histoire politique du Togo de 1958 à 2005. Et des milliards de francs CFA ont été engloutis dans ce travail avec l'espoir que pour une fois les bases soient posées pour que les sources de conflit soient amenuisées. Mais qu'est-ce qui empêche les autorités de mettre en œuvre ce rapport? Je peux continuer. Le rapport de la CNDH, je ne reviens pas sur le débat sur qui a falsifié, qui n'a pas falsifié, même si tôt ou tard il faut bien qu'on nous dise qui a falsifié ce rapport. Le gouvernement, dans la foulée de ce rapport, a sorti ce qu'on appelait les 13 engagements, ou je ne sais plus 15. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand vous faites le décompte, même la moitié n'a pas été mise en œuvre. Donc on est mal à l'aise quand on discute, que ce soit officiellement ou de façon informelle avec les autorités togolaises. Et on a comme l'impression que tout ce que les autorités veulent, c'est que, ok, vous êtes un peu agité au niveau de la société civile, vous êtes un peu agité au niveau de l'opposition, venez vous aussi prenez un siège et puis taisez-vous. Et c'est ça qui met les gens mal à l'aise. D'accord, bien, nous apprenons à l'instant que les discussions sont bloquées. On ne connaissant pas pour l'heure les réels motifs donc, de ce blocage. Nous avons fouillé dans le cours de cette journée. Mais monsieur Eric Kpadé, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une véritable sortie de crise, vous à l'UNIR? Je dis, c'est pas, je ne veux pas parler nécessairement au nom de l'UNIR. Vous êtes membre de l'UNIR? Je suis membre de l'UNIR, je suis militant de l'UNIR. Bon, donc quelque part, je voulais qu'on fasse un peu attention à ce que nous faisons. Pour la simple raison que le Togo, il est là. Et hier, nous étions rien du tout sur les bancs et tout, dans ce même pays. Puis aujourd'hui, brusquement, nous nous sommes retrouvés à un niveau donné,
Puis, que nous voulions ou non, nous allons descendre. Et puis d'autres vont monter et descendre eux aussi. Et c'est comme ça que le cours de l'histoire d'un pays se déroule. Mais dans ces conditions, moi personnellement, je suis convaincu d'une chose, c'est que nous ne ferons rien sur cette terre sans rendre compte. Parce que ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez de André ou de Eden qui est vrai. Parce que c'est dans l'invisibilité qu'on voit plus la chose. Je vous dis que depuis 2005, le dialogue est ouvert dans ce pays et qu'il n'a jamais été fermé. Si j'ai la permission, je chercherai la permission et je vous donnerai les noms et vous serez surpris quand nous nous retrouvons 5-5 pour échanger sur tous ces sujets. Et c'est lorsque tout était prêt, à un moment donné, que nous nous sommes dit, bon voilà, allez-y, faites votre accord, puis avancez. Et patatras, regardez ce qui se passe. Je vous dis que nul ne peut avoir raison exclusivement. Personne ne peut détenir la lumière. La lumière, on va tendre vers. On ne peut pas être dans la lumière. Mais beaucoup on va travailler pour tendre vers la lumière. Fait peur, hein. Moi, personnellement, j'ai été éduqué de façon à pouvoir vivre toutes les situations. Et moi, personnellement, je souhaiterais vivement même qu'un jour, on soit dans l'opposition pour voir comment ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui vont pouvoir gérer. Et le peuple aussi va le constater. Peut-être même qu'ils ne finiront pas leur mandat, que le peuple va rappeler les anciens gouvernants. On ne sait jamais. D'accord, c'est possible. Il nous reste 5 ou 6 minutes. On va faire rapidement un tour de table. Monsieur Attanti, rapidement. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que dès le début, la Cour constitutionnelle et la CENI ont failli. Au lieu d'être impartial, ils ont prouvé leur partialité vis-à-vis du pouvoir en place. En tous les sens, déjà à partir des candidatures, on ne peut jamais avoir confiance à cette Cour constitutionnelle, à cette CENI. À l'étape actuelle, je demande au peuple de se mobiliser, d'être prêt pour toute situation. Je leur demande instamment de se déplacer vers la plage parce que dès que les gens vont quitter l'OCDI, la conférence épiscopale, on va faire le point là-bas. C'est nécessaire parce qu'il ne s'agit pas d'élection à l'étape actuelle. Ce n'est pas d'élection qu'il s'agit. Il s'agit de se mobiliser pour renvoyer ce pouvoir-là. Parce que ce pouvoir n'a rien prévu comme procédure au niveau des bureaux de vote pour faire les décomptes de voix. Ce pouvoir n'a rien prévu au niveau des CELI pour faire le décompte des voix. Ce pouvoir n'a rien prévu au niveau de la CENI pour faire le décompte de voix. Ce pouvoir n'a rien prévu au niveau de la Cour constitutionnelle pour faire le contrôle des élections. Cela veut dire qu'ils ont tout prévu et le moment venu, ils vont donner les résultats qu'ils veulent au peuple togolais. Les Togolais doivent sortir, doivent se préparer à tout moment pour toute éventualité. D'accord, bien. Merci beaucoup, monsieur Attanti. Monsieur André Kani Afanou, vous êtes directeur exécutif du CACID, membre de la société civile. Qu'est-ce que cette société civile propose aujourd'hui pour une sortie de crise? Non, je suivais sur Internet dans la semaine, le président de la HAC faisait le point du processus électoral. Et il aurait fait une affirmation qui me semble aussi grave, c'est que d'abord la HAC elle-même est sous pression, alors qu'on ne peut pas organiser des élections et espérer de bons résultats si on est sous pression. Il aurait même dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il a comme élément pour s'assurer de l'accès équitable des médias, de toutes les tendances aux médias officiels, il a dit qu'ils auraient commandé un appareil, mais que l'appareil va arriver dans un mois. Rien que ça amène quand même à repousser un peu les élections. Deuxième élément, aujourd'hui il y a des discussions dont nous espérons effectivement qu'ils aboutissent à des accords et que tout le monde soit à l'aise et que le starting block, tout le monde y soit pour prendre le départ. Je voudrais rappeler d'abord aux extrémistes de l'opposition qui semblent demander des solutions radicales, genre renversement du pouvoir et tout le reste, que ce qui s'est passé au Mali est advenu après un coup d'État et un renversement du pouvoir. Vous pouvez espérer un coup d'État, mais après vous ne pouvez pas contrôler les lendemains. Et donc je pense que c'est important que les gens prennent du recul et qu'ils comprennent que ce pays doit avancer. Deuxième rappel, et là maintenant à l'endroit de ceux qui sont au pouvoir, au Niger, à un moment donné, le président Tanja, alors que tout le monde lui demandait de s'arrêter, le président Tanja a foncé droit dans le mur.
Il a même fait ces fameuses élections après avoir modifié la Constitution. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc je pense que les deux camps ont intérêt à faire balater, comme dit le grand frère Padé. Je voudrais partager terminer cette citation de Shakespeare que je trouve très bien. Il dit: lorsque l'occasion vous est donnée de monter, ayez un peu d'égard pour ceux qui descendent, parce que inéluctablement, tôt ou tard, vous serez aussi appelés à descendre. Le chef de l'État actuel, le Premier ministre, les ministres, ils seront appelés malheureusement par l'histoire à descendre un jour. Donc ils n'ont qu'à faire, à mon avis, preuve de prudence. D'accord, merci beaucoup M. André Kania-Fano. M. Eric Padé, un dernier mot. Oui, un dernier mot, qu'est-ce que je dirais? Je dirais simplement que c'est un problème de confiance, mais que je rappelle que le président de la République actuelle, il a été derrière le rideau de celui que nous connaissons, son père, le père de nous tous, et il a appris un certain nombre de choses, il connaît beaucoup de choses sur l'histoire politique de notre pays, et qu'il ne laissera pas le pays en déconfiture. D'accord. Et qu'en tout état de cause, il se battra, il fera en sorte que le peuple ait raison. Et il ne nous appartient plus qu'à lui faire confiance. Bien, merci beaucoup, cher invité. Le débat a été plus ou moins houleux, mais riche, cependant. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Nous étions avec M. Eric Padé, il est membre de UNI, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien vice-président de cette Assemblée nationale. M. Edem Matanti, il est secrétaire national chargé aux affaires stratégiques, politiques, de l'Alliance nationale pour le changement, membre du collectif Sauvons le Togo, et M. André Kania-Fano, directeur exécutif du CACID. Je suis Rodrigue Lawson, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour très bientôt. Bon week-end. Au revoir.